Late & Smart vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Late & Smart, comme chaque soir à 23h, durant une heure, avec mes invités. Nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment autour notamment de deux sujets principaux ce soir. En premier lieu, nous partirons des promesses du gouvernement, des promesses renouvelées encore aujourd'hui de, je cite, ne laisser tomber personne, fin des guillemets, sous-entendu aucune entreprise, pour nous interroger sur les limites, s'il y en a, à ce soutien de l'État en temps de crise. Ce matin, ce sont les représentants du secteur des cafés et restaurants, particulièrement atteints, qui étaient reçus par Jean Castex à Matignon, d'où ce premier thème ce soir. Et notre deuxième sujet sera complètement différent. Je lisais ce matin, on en parlera tout à l'heure, un article sur des livreurs, ex-Deliveroo, ex-Uber Eats, qui s'organisent en association, en coopérative pour tenter de s'affranchir des conditions de travail parfois compliquées de ces plateformes internationales. Ça pose plusieurs questions. D'abord, ont-ils une quelconque chance d'y arriver? C'est David contre Goliath. Ces plateformes sont-elles plus largement un atout pour l'emploi ou au contraire des employeurs jugés terribles? Voilà, on essaiera de réfléchir là aussi à tout ça. Et puis, vous le savez, dans la dernière partie de l'émission, on regardera, on commentera quelques actualités glanées à droite à gauche et qui, voilà, selon moi, incarnent, représentent, illustrent voilà, ce monde en mouvement dans lequel nous évoluons. Et puis, pour répondre à mes interrogations, donc, je suis en compagnie ce soir de Jessica Nguyen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice Europe de Flip & Pick, qui est une plateforme communautaire pour les créateurs, pour les commerçants, qui privilégie le commerce local. Vous aurez sûrement l'occasion de nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Jean-Jacques Manceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef à Forbes, édition française. François Candelon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé au BCG, dont vous dirigez le think tank qui s'appelle le BCG Anderson Institute. Bien. Sans l'accent. Allez, un petit préambule à notre premier débat, un petit apéritif comme chaque soir. Vous savez, on a pas mal parlé hier. Hein, c'était la présentation du projet de loi de finances 2021, le budget 2021. Vraisemblablement, on n'a pas fini d'en parler, évidemment. C'est un processus qui prend quelques semaines. Regardez ce décompte. Le gouvernement prévoit de supprimer 157 postes dans la fonction publique en 2021. C'est donc le solde en net des créations de postes et des suppressions de postes dans les différentes administrations publiques, dans les différents ministères. Et voilà, Maxime Sbey qui a fait un petit calcul taquin, soit 0,006% des effectifs de la fonction publique, autour de 2,5 millions d'agents de la fonction publique. Il se permet une petite pique. Vous avez le droit de rire tout haut la prochaine fois que vous entendrez parler de casse du secteur public, entre guillemets. Vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? À moitié vide, sous-entendu, on croyait qu'on était engagé dans un mouvement de réduction de la fonction publique. C'était en tout cas un des éléments de campagne du chef de l'État il y a 3 ans. Ou à moitié plein, dans la situation actuelle, avec une très forte intervention de l'État, en tout cas financière, ça aurait pu être un solde de création d'emplois et que finalement, d'avoir réussi à ne pas créer d'emplois dans cette période particulière, c'est déjà pas mal. Voilà, moitié vide. Quel est votre sentiment? Il va falloir trouver le verre, ouais. Parce qu'à compter, ça ne va pas être évident. Ils sont précis. Enfin, en tout cas, mais le décomptage sera compliqué dans la réalité. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Mais sinon, j'ai plutôt envie de le regarder à moitié plein. Parce que ça donne quand même un signe que le laxisme que l'on peut trouver sur certains autres éléments, si laxisme il y a, n'est pas là-dessus. Et je pense que c'est important de donner ces signes-là. Oui, donc il n'y a pas de problème pour verser des milliards, on va en parler. En revanche, effectivement, on maintient une espèce de rigueur sur les effectifs de la fonction publique, voire à moitié plein aussi, Jean-Jacques Manceau. Oui, à mon avis, j'aimerais bien savoir. Je pense qu'ils ont fait exprès qu'on soit en négatif quand même, oui, de très peu. Hein, mais... C'est symbolique, en fait. Ça permet de ne pas faire un débat de plus, de ne pas faire une polémique. Bah si, on le fait là, quasiment ce soir. Parce que si on crée des emplois, on se dit, bah voilà, pendant que la dette flambe et on crée des emplois. Si on en supprime, on dit le gouvernement ne joue pas le jeu de la solidarité. Moi, j'ai entendu dire que Pôle emploi avait créé beaucoup d'emplois pour justement faire face à l'afflux des chômeurs. Il y a eu énormément de création d'emplois il y a toujours beaucoup de création d'emplois dans les collectivités locales, il y a plein d'endroits où il y a d'autres créations d'emplois. Donc je pense que c'est la fonction publique nationale. Oui, c'est la fonction publique nationale. Après, c'est bien,
je dirais que voilà, les effectifs sont contenus. On dit beaucoup qu'avec la digitalisation, il y a quand même un peu moins de travail, notamment à Bercy. Il y a quand même l'impôt à la source qui a quand même simplifié un certain nombre de tâches. C'est à Bercy qu'il y a le plus de suppression de Mais c'est là aussi qu'on l'a vu au début de semaine, qu'il y a eu de la suppression de petites niches fiscales, il y a eu de la suppression de petits impôts. Donc ça frictionne un petit peu et je pense qu'il y a des suppressions de postes. Bon, c'est bien. Moi, je vois le verre, comme on dit, quand le verre est à moitié vide ou à moitié plein, il suffit de changer la taille du verre. Donc on va changer. On va prendre un verre plus petit. Jessica Nguyen, votre regard à vous sur ce chiffre éminemment symbolique d'évolution en net, voilà, des postes de la fonction publique dans le pays. Je suis assez d'accord avec votre point de vue. De toute façon, avec effectivement l'émergence aussi de nouveaux métiers, ça crée aussi de l'emploi. On voit que l'innovation et puis la technologie en France prend de plus en plus de place, notamment surtout à Bercy, qui sont très actifs dans l'innovation française. Donc je dirais plutôt vers... Ils sont plus avancés dans la numérisation de l'administration à Bercy que dans d'autres administrations, comme à l'éducation nationale ou dans la justice, Absolument. par exemple. Où là, on crée des emplois d'ailleurs. Exactement. Exactement. Donc, c'est QFD. Donc voilà. Allez, tout de suite, notre premier débat. On reste dans l'univers de l'État et de ses éventuelles interventions, en tout cas financières. Regardez ce tweet du Premier ministre Jean Castex, c'était ce matin en milieu de matinée. Je cite, je lis, on ne vous laissera pas tomber. Expression à la mode, on va voir. Nous avons besoin de vous, le pays a besoin de vous. Je reçois ce matin à Matignon les représentants de la restauration, des cafés, de l'hôtellerie. Le gouvernement répondra concrètement, sans délai, à leurs inquiétudes et à leurs besoins. Et puis voilà, quelques minutes après, on a su un des éléments qui avait été annoncé à cette délégation ce matin à Matignon, aide aux restaurateurs, cafés, hôtels. Donc c'est la suite de l'annonce du Premier ministre, le chômage partiel maintenu à 100% jusqu'au 31 décembre. En tout cas, voilà, les représentants du secteur qui, nous dit le Figaro, ne digèrent pas les fermetures imposées dans certaines villes pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, étaient reçus ce matin à Matignon. On ne vous laissera pas tomber, c'est le nouveau mantra du gouvernement. Regardez cet autre papier, c'est dans le Parisien. Et là, c'est plus Jean Castex qui parle, c'est Bruno Le Maire, mais c'était la veille. Voilà, nous ne vous laissons pas tomber. Voilà, il y a quelques mois, c'était le coûte que coûte du chef de l'État. Voilà, la nouvelle expression phare, c'est nous ne vous laissons pas tomber. Donc, une expression de générosité. En tout cas de bienveillance de la part des pouvoirs publics. François Candelon, déjà avant de savoir jusqu'à quand un tel type de soutien, et voilà, est-ce que vous avez le sentiment que l'État est dans son rôle à poursuivre quand même cette politique d'aide, de rallonger à chaque fois. Le chômage partiel, il avait déjà été rallongé une fois, il est rallongé une deuxième fois. C'est de l'agilité ou c'est je crois que c'est vous qui utilisiez ce terme tout à l'heure, de la gabegie, de l'agilité, de la réactivité face à une situation mouvante? Non, je pense au contraire que là, c'est quelque chose qu'il faut faire. On n'a pas vraiment le choix. Et on l'a vu, il est critique de faire en sorte qu'il n'y ait pas une vague de faillite. Pour éviter que cette crise économique ne se transforme en crise financière. On a vu les difficultés des crises financières en 2008 et autres. Donc, de ce côté-là, je préconiserais plutôt de continuer pour essayer de limiter les dégâts. Une crise économique, on peut avoir un redémarrage et rebondir assez rapidement. Une crise financière, c'est beaucoup plus long. Ce sont les fameuses crises en U, voire en L. Et pour que ça ne se transforme pas, il faut effectivement que les entreprises puissent continuer à vivre. Le chômage partiel est un facteur qui a aidé notamment à limiter la casse, même du point de vue de la demande, et qui permettra, le temps venu, de redémarrer plus facilement, puisqu'il n'y aura pas le temps perdu à essayer de rembaucher, etc. Donc moi, je suis plutôt partisan de cette démarche. Première réaction, Jessica Nguyen, sur ce renouvellement de ce fameux « nous ne vous laissons pas tomber ». Je disais, c'est le nouveau mantra. Ça vous paraît un mantra d'actualité qui est le bienvenu? Alors oui et non. Il y a effectivement donc la prolongation du chômage qui est une très bonne chose pour les saisonniers. Le dispositif de chômage partiel, vous avez dit la prolongation du chômage, c'est pas en soi une bonne chose. Oui. Mais après, voilà, il faut aussi penser à ces restaurateurs indépendants qui, eux, par contre, de leur côté, n'ont pas forcément beaucoup d'aide. Et qui ont par contre leur charge continue toujours de courir. Donc, alors c'est pas forcément la seule mesure.
vous avez raison de dire c'est- que quand il n'y a pas de salariés, le chômage partiel, Voilà. on s'en fiche un peu. À Quand on est quel moment indépendant. est-ce qu'il s'applique? Donc, oui, c'est une mesure. Nous ne vous laissons pas tomber. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Sous-entendu, c'est plus du discours, mais derrière, il y a des situations qui restent difficiles. Exactement. Dans le concret, dans l'application, quand on parle avec justement les restaurateurs, on voit que le discours n'est pas vraiment le même, où ils se sentent justement complètement abandonnés. Jean-Jacques, votre premier sentiment là, peut-être un petit peu sévère, mais enfin, c'est quand même le niveau zéro Enfin, c'est le niveau zéro de la politique, ça. On ne vous laisse pas tomber, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme quand un enfant... c'est le niveau zéro, c'est le niveau incontournable en même temps, c'est-à-dire qu'il pourrait difficilement dire autrement. En fait, la réalité, c'est que les restaurateurs, dans un premier temps, ils ne demandaient pas des aides, ils demandaient qu'on leur laisse du temps, qu'on leur explique pourquoi... Il y a une politique aujourd'hui en France, il y a des décisions sanitaires aujourd'hui en France qui font qu'il y a une incompréhension globale du système, qui font que les métros restent ouverts après 10 heures mais pas les bars, qu'on peut mettre des masques par-ci et pas des masques par-là. Donc il y a une incompréhension de ça et je pense que face à un questionnement sur la logique d'un certain nombre de décisions, pourquoi Marseille, il y a un moment on s'est même demandé c'était ex-Marseille, Marseille tout court ou ex tout court. Enfin, je veux dire, il y a un moment où l'explication elle doit aussi passer par l'appel à l'intelligence. Je pense que le gouvernement ne fait plus du tout appel à l'intelligence des Français. Aujourd'hui, on met de l'argent sur la table, on met de l'argent sur la table. On met notre argent sur la table, on met l'argent des Français sur la table. On va les aider. Chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Soi-disant, le confinement, c'est 15 jours. Pourquoi aller jusqu'à un chômage partiel jusqu'à la fin de l'année? Ça veut dire qu'ils préparent déjà un confinement de la fin de l'année. Donc là encore, vous relevez une incohérence dans le moi, je le relève message, que je ne sur comprends pas. cette En fait, réponse-là. je ne comprends plus ce qui se passe. Honnêtement, je ne comprends plus ce qui se passe. On permet aux hôtels, aux palaces de réouvrir, mais on met des périodes de quarantaine qui font qu'aucun touriste étranger ne peut venir dans un palace à Paris. Il faut 15 jours de quatorzaine avant d'arriver, 15 jours avant de partir. Vous n'allez pas venir pour un rendez-vous d'affaires. Alors autant fermer les palaces. Si la clientèle à Paris... Après, on peut reconnaître qu'effectivement, face à la crise sanitaire, il y a du flou, y compris dans la dimension sanitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le gouvernement, il réagit à une épidémie qui n'est pas très claire dans sa vitesse de propagation, qui n'est pas aussi intense partout sur le territoire. Et manifestement, ça se voit un peu partout. Donc, c'est pas que la là où je vous rejoins, c'est qu'on a besoin de faire appel à l'intelligence des individus pour la crise sanitaire, parce que de toute façon, il va falloir vivre avec elle pendant encore au moins un an. Il y aura des hauts, il y aura des bas, ça va redémarrer, ça va remonter, et donc expliquer pourquoi on ferme. Je pense que probablement, alors je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais je peux comprendre pourquoi on ferme Marseille, mais en revanche, il faut qu'il y ait une explication et que les gens comprennent. Semble-t-il, dans les restaurants et les bars, il y a une circulation du virus qui est plus importante, donc il faut expliquer, et je pense qu'il y a un déficit d'explicitation de ce côté-là. Mais en fait, il faut expliquer et il faut surtout associer les élus locaux, parce que Marseille, ça ne veut rien dire. Marseille, c'est quoi? C'est une agglomération. Il y a Carril-Rouet qui est juste à côté, il y a d'autres villages juste à côté. Est-ce que ces villages sont concernés, sont pas concernés? Je ne suis pas spécialiste de Marseille, donc je dis peut-être un peu n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas décider comme ça de supprimer. Mais à l'inverse, au début du confinement, on a dit assez rapidement, c'est idiot d'avoir confiné en mars, d'avoir confiné tout le pays, alors que le virus était quasiment totalement absent de la moitié ouest de l'Hexagone. Aujourd'hui, on le fait de façon un peu plus, géographiquement localisée, et on dit pourquoi Marseille et pas les autres. Franchement, j'en ai ras-le-bol de toutes ces injonctions contradictoires. Vous prenez l'avion chez Air France, on vous dit que vous devez garder absolument le masque, et puis on vous sert une boisson sur un vol d'1 heure pour aller à Nice. Enfin, je veux dire, on est en permanence soumis comme ça à des injonctions complètement contradictoires. On ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas pourquoi on peut enlever le masque pour boire un café. Voyez, Jessica, vous êtes au contact avec les commerçants, c'est votre métier, on en parlait un petit peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous remonte justement? Vous disiez qu'ils trouvent qu'on les laisse un peu tomber, contrairement à ce qu'annonce ou ce que prétend le ministre de l'économie comme le Premier ministre, je l'évoquais à l'instant, sur cette pédagogie, sur cette compréhension des messages, ne serait déjà sanitaires. Vous avez le sentiment aussi que tout le monde nage un peu dans les... Ouais. Complètement. Hein. Chacun va un petit peu faire sa petite popote de son côté. Et puis, ce qui est drôle aussi, c'est de voir entre les différentes régions, les différentes mesures, les différents sons de cloche. Certains sont complètement partisans de protéger les autres avant de se protéger eux-mêmes avec les masques. D'autres disent que c'est une hérésie complète parce qu'un client, en fin de compte, qui est en train de boire son café et puis qui enlève son masque est tout aussi exposé.
Donc voilà, on a vraiment des sons de cloche qui sont différents et les commerçants eux-mêmes ont beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mesures qui leur sont un petit peu propres. Chacun essaie de se débrouiller un peu comme il peut. J'ai l'impression que ça va cliver les régions entre elles. Alors là, en plus, ça tombait mal, c'était Marseille, donc Ouais. comme la décision d'être Paris, alors c'était tout ce qu'il fallait pas faire, effectivement. S'il y a deux, Après une défaite du s'il y a- PSG. s'il y a deux métropoles en compliqué, hein. confrontation, c'est bien ces deux-là. Il y a d'autres voilà, particularités géographiques comme ça que vous notez en France Oui, exactement. Surtout on va dire dans la région sud, qui ont été confrontés à un afflux massif de touristes, de personnes qui avaient l'habitude de partir. Alors on disait Pendant l'été, plutôt oui. Exactement. Plutôt en Thaïlande ou du côté d'Ibiza, donc les régions un peu festives pour l'été. Et en fin de compte, la région sud a été très envahie par les touristes intramuros principalement. Où là, que ce soit les bars ou les restaurants, on se rend compte que les serveurs se transforment en policiers pour rappeler aux gens qu'il y a des mesures de distanciation à respecter, qu'il y a le masque à porter, qu'il faut désinfecter les mains. Donc, ils disent, vous dites voilà, qu'on reproche à Marseille de ne pas avoir été vertueux, mais que les Marseillais disent c'est pas eux, c'est les touristes. C'est aussi ce qui a permis Voilà. aux restaurateurs d'avoir juste moins 6% sur la chiffre d'affaires pendant Exact. l'été. Mais donc globalement, ils ont fait plutôt un bon été, effectivement. Ouais, ils ont fait un bon été, donc je pense fortiori qu'il sur y les zones de a, touristiques. on peut tout regarder au microscope et on trouvera toujours des problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le choix que de continuer à mettre en place ce système de chômage partiel pour éviter. Quand il y a 50% des entreprises qui se disent on est prête à être, en fait, on pense qu'on va être en grande difficulté sur les 6 mois qui viennent, et je peux les comprendre. On ne peut pas ne pas agir. Qu'aurait-on dit si le gouvernement avait dit bon, écoutez, maintenant, débrouillez-vous, on a fait pendant 6 mois, ça suffit. Alors je reviens à mon jusqu'à quand, François Candelon. Effectivement, en termes alors il y a la dimension sanitaire sur laquelle qui est le principal point d'interrogation, mais jusqu'à quand l'État peut continuer comme ça, effectivement, à donner sans compter. On a parfois le sentiment qu'il n'y a plus de sujet de dépenses publiques dans le débat. Alors je pense que dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. Je pense que de toute façon, on va continuer tant qu'on va vivre avec cette Covid. Et ça va durer encore probablement 1 an. Ça sera difficile d'arrêter. Et après, on va voir quelles vont être des difficultés liées à cela, parce qu'on va se retrouver dans une période de cure qui risque d'être, de sevrage qui risque d'être compliquée. Donc ça, je pense, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la difficulté et la nécessité pour le gouvernement de continuer à essayer de maîtriser la dépense publique ex post, parce qu'aujourd'hui, de fait, on voit que tant l'Occident, ou au moins l'Europe, fonctionnera de manière unie, les marchés ne vont pas se retourner et donc on va pouvoir emprunter autant qu'on le souhaitera. Les taux des différents pays, à part ceux de la Turquie et de l'Égypte, ont continué à baisser malgré le risque systémique qui est de plus en plus fort. Jean-Jacques, jusqu'où l'argent magique ? Jusqu'à l'infini, on parle de dette perpétuelle. Je pense qu'il n'y a plus de fin en fait à la dette. Il y aura deux façons de la ratiboiser. Ce sera de faire comme aux États-Unis, de laisser partir l'inflation, avec une inflation à 5% et des taux d'emprunt à 0. Je pense qu'on devrait arriver à réduire une bonne partie de la dette. C'est d'ailleurs, je crois que il me semble que c'est pas Patrick Artus qui a fait un très bon papier qui disait voilà, il y a 2 nouveaux impôts qui vont peser sur les épargnants. C'est une assurance vie, c'est-à-dire 1700 milliards rémunérés à 0. Donc, quelque part, c'est un impôt. Ça, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, on rémunérait l'assurance vie à 4% il y a 10 ans. 4-5% il y a 10 ans, donc aujourd'hui on ne rémunère plus, donc ça c'est un premier impôt, puis le deuxième impôt, c'est cette inflation qui va laminer évidemment les rentiers, donc de toute manière la dette on peut la laisser filer. Moi je pense qu'il y a une espèce de facilité avec la dette, c'est que on avait affaire à un début de quinquennat d'Emmanuel Macron très, très rigoureux, il faut gérer la retraite, que ce soit juste, que ce soit... Là, on a ouvert la boîte, chacun vient puiser.
Les oubliés publient des tribunes, qui dans le JDD, qui dans le Monde, pour dire et nous. Bon voilà, on n'a pas décidé de faire appel à l'intelligence des Français. Moi, je trouve ça un peu dommage. On aurait pu aussi faire un peu plus comme la Suède, dire voilà, on connaît les risques, on connaît les remèdes, il y a la distanciation sociale, il y a les masques, il y a le gel. Chacun à prendre ses responsabilités. On ne fait jamais appel en France à l'intelligence des Français. Alors, peut-être qu'on ne le mérite pas, mais je trouve qu'on pourrait au moins essayer. On est un des pays où la défiance vis-à-vis des pouvoirs publics est la plus importante. Oui. Où la défiance vis-à-vis du vaccin est la plus Alors, importante. ce qui est très intéressant, c'est qu'on était un des pays les pires à ce niveau-là avec l'Italie. Et bien, c'est l'Italie qui, justement, aurait visiblement, alors, à confirmer, les meilleurs résultats en matière de prévention de la pandémie. Ouais. Parce que, justement... Peut-être un peu tôt pour tirer des bilans sur qui a tirer des bilans. Mais en tout cas, la deuxième vague... On saura qu'à la fin de la bataille, elle n'est pas terminée. Mais aujourd'hui, on s'attendait à ce que l'Italie... Il n'y a pas de reprise aussi forte en Italie, c'est vrai. Gens foutistes absolus ou avec une contestation globale. Eh bien, franchement, ça se passe beaucoup mieux en Italie. Donc peut-être qu'on ne mérite pas simplement... qu'on fasse appel à notre intelligence. Jessica Nguyen, la confiance est un élément majeur en économie. La dirigeante d'entreprise que vous êtes, est-ce que vous avez le sentiment est-ce que vous êtes en confiance quand vous avez d'un point de vue politique économique pour le coup, pas sur le sanitaire, que le gouvernement maîtrise la situation Je pense que... avec à la fois toutes ces annonces. Je pense qu'on n'a pas été du tout préparé à ce qui s'est passé. Ayant un pied sur deux pays, que ce soit sur la Suisse ou la France, clairement, on peut voir au niveau politique de mentalités différentes. Ça veut dire qu'on a eu la France qui était très restrictive avec des amendes si les personnes ne respectaient pas le confinement. Et on a eu la Suisse qui a fait appel au bon sens des citoyens et qui a fait en fin de compte un semi-confinement où il n'y avait pas d'amende ou de restrictions particulières. On faisait juste appel au bon sens du peuple de rester chez eux, de se confiner. Donc c'est vraiment drôle de voir sur deux pays comment il y a eu une différence. D'approche culturelle sur le rôle du gouvernement. Les résultats sont absolument les mêmes, parce que la Suisse, c'est un tout petit pays où il y a quand même un très fort taux de contamination. Quand on prend le rapport population taux de contamination, la Suisse ont aussi pris pour leur grade avec ce... Est-ce que la Suisse puisque vous en parlez, est uniforme, ou est-ce que la Suisse francophone et la Suisse alémanique, ça n'a rien à voir? Complètement disparate. On a vu sur les avions, il y a un référendum pour savoir est-ce qu'on rachète 5 milliards d'euros d'avions. Les Allemands ont dit oui, les Français ont dit non. Alors on va dire que ça c'est éternel, il y aura toujours cette espèce de confrontation, là, c'est comme Paris et Marseille. Oui, absolument, oui, tout à fait. Mais après, en tant que dans une entreprise, si on est rassuré, non, parce que je pense qu'on n'a pas du tout été préparé, que ce soit aussi par rapport à nos employés, comment se comporter par rapport à eux. Est-ce qu'on écoute notre gouvernement? Est-ce qu'on applique ces mesures? Ça a des répercussions sur des projets qui sont au niveau start-up comme les nôtres, au stade encore au projet. Donc voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas trop vers qui se tourner, si on fait confiance au gouvernement ou pas. Donc voilà, ça rejoint aussi les phrases « on ne vous laisse pas tomber ». Si, on nous laisse tomber en tant que gérant d'entreprise, on est complètement perdu. Et en même temps, il ne faut pas tout attendre de l'État. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Alors déjà, être beaucoup plus clair sur les mesures à avoir. Nous, on a pris la décision de mettre, bien avant qu'il y ait les mesures, de mettre nos employés en télétravail. Donc, ce qu'il faudrait, c'est ce que vous disiez avant, c'est d'être beaucoup plus cohérent dans les mesures. Déjà, on voit que d'une région à une autre, les consignes ne sont pas les mêmes, les mesures ne sont pas du tout les mêmes également. Vous êtes installé à Annecy, c'est ça vous disiez tout à l'heure, d'accord. Absolument. Donc pareil, sur Annecy, on peut se promener sans masque, on arrive à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit porter le masque? Est-ce qu'on n'a pas le porter? Je vous confirme, si ça vous avez pas... Voilà, donc mais en posant la question, on nous a dit, certaines personnes nous ont dit non, vous n'avez pas besoin. D'autres sont formelles, mais oui, vous avez besoin. Et on se dit, mais en fait, qui on doit écouter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des Parisiens qui vous ont dit il n'y a pas besoin? Tout à fait. Ah oui, donc il y a encore un peu de boulot. Donc il y a encore un peu de boulot, exactement. Oui, tout à fait. Jusqu'à quand, et pour conclure, François, le gouvernement peut dire on ne vous laissera pas tomber, à supposer que ça soit vrai, ce qui n'est pas le vrai pour tout le monde, semble-t-il, enfin en tout cas pas ressenti, que par tous les indépendants, tous les commerçants. Justement, ce delta, cette différence de ressenti, vous l'expliquez, c'est encore de la pédagogie, comme on évoquait tout à l'heure, de la clarté dans les annonces. Je pense qu'il y a une partie de pédagogie et puis il y a une partie de prise en main
aussi. J'ai passé les 8 dernières années en Asie. Et je pense qu'il y a un manque de pédagogie qui est assez fort. J'étais à Taïwan il y a quelques mois, juste avant le confinement, et de manière évidente, après le SRAS, ils ont eu une pédagogie qui s'est faite, ils ont compris, et c'est pour ça ils en ont tiré les... Donc tous ces dans 10 ans, c'est le prochain virus qu'on saura faire. Oui, alors peut-être. Si on prend l'exemple mais pas sûr, parce que j'ai envie de dire que j'ai assisté à des situations cet été où j'ai eu l'impression que l'intelligence des Français, on pouvait y faire appel, mais il n'y avait pas grand-chose en retour. Vous ne pouvez pas dire ça et pas donner un exemple alors. Non, ben, écoutez, pas des noms, hein. Vous avez pas de noms, mais dans des restaurants sympathiques en bord de mer et où tout le monde s'embrasse en disant il va pas, on s'en moque, ça y est, maintenant on est libre, on est en vacances. Je pense qu'il faudrait quand même essayer de se remettre un peu plus au boulot si on veut collectivement s'en sortir. Je lisais des personnes qui disaient pour protéger Noël, il faut qu'on fasse un confinement du 1er au 20 décembre. Oui, c'est Esther Duflo, la prix Nobel d'économie et son collègue. On a eu l'été, on était en vacances, on revient, on se confine pour pouvoir bien profiter des vacances de Noël. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes du point de vue familial et autres pour assurer une cohérence, mais il va falloir quand même se mettre au boulot. Allez, on se met au boulot, ce sera la conclusion temporaire de ce premier débat. Tout de suite, notre deuxième sujet de la soirée, on va parler des plateformes de cette gig économie, comme on dit parfois. Ce second sujet, il m'a été inspiré à la lecture de ce papier. Regardez, c'était ce matin dans le Figaro, enfin en tout cas sur le site. Des livreurs à vélo se regroupent en coopérative pour s'émanciper d'Uber Eats et de Deliveroo, notamment. Le chapeau en quête d'indépendance et de meilleures conditions de travail des livreurs aidés par la fédération Coopcycle mise sur un nouveau modèle. Ça raconte une histoire à Bordeaux avec les coursiers bordelais qui, depuis 2-3 années, c'est une petite structure justement pour essayer de... Alors on sait que dans ce domaine, les conditions de travail sont un peu dures, les rémunérations ne sont pas folichonnes, surtout la couverture sociale est inexistante et la précarité est très grande. J'ai envie de faire un parallèle avec votre activité, Jessica Nguyen, la plateforme que vous dirigez, Flip and Pick, donc c'est une communauté de commerçants. Là aussi, vous êtes face à des géants américains. Comment des David peuvent faire face à des Goliaths, de même que des petites associations de coursiers, des petites coopératives de coursiers peuvent espérer exister face aux plateformes géantes que sont Uber Eats ou Deliveroo pour ce qui est de la livraison des repas, ce qui n'est pas votre métier à vous, mais le parallèle, je pense, peut se faire. Complètement. Nous sommes confrontés tous les jours à des personnes qui nous disent « Ah, mais en fait, tu es en train de reproduire un TripAdvisor » ou « Tu es en train de faire comme Instagram ». En fait, non, nous... On vous souhaite le même succès, entre parenthèses quand même. Hein, mais Bien sûr. Nous, ce que l'on cherche à avoir, c'est une solution pour répondre déjà à une problématique. Donc oui, bien sûr, on va s'inspirer des big players, comme on les appelle, à savoir Facebook, TripAdvisor, Google et j'en passe. Bien sûr, on va s'inspirer parce que ça a été des business... Enfin, ce sont des business models qui fonctionnent et jamais on pourra remettre en question le succès qu'ils ont. Mais nous, on va prendre le meilleur d'eux pour pouvoir tirer notre propre solution et surtout notre proposition unique, ce qu'on appelle notre USP, où on va répondre à une réelle problématique que l'on est allé sur le terrain pour aller justement découvrir, parler avec les petits commerçants. On leur a dit, mais quel est votre problème ? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Et on se rend bien compte que des solutions comme tout ce que ces big players peuvent proposer aujourd'hui ne sont pas adaptées à des petits commerces, où nous, on s'est dit, mais c'est là où on a une opportunité de marché. C'est là où on doit créer notre propre plateforme et puis apporter cette solution inspirée, bien sûr, par ces géants du numérique. En quoi Flip and Pick, c'est mieux que pour un commerçant d'avoir sa page Facebook, sa page Insta, son compte Insta en 2 mots, hein, il ne s'agit pas de... En 2 mots, nous, on est déjà 100% dédiés au petit commerce. Et après, on va impliquer les consommateurs à aller créer du contenu en faveur des petits commerçants et des créateurs, où nous, la plateforme, on va en fin de compte récompenser les consommateurs pour leur création de contenu. On a le réflexe tous, je dirais pour la plupart, lorsque l'on va au restaurant, on voit des personnes qui prennent en photo leurs plats ou qu'ils vont, on va dire, Instagrammer, comme ça se dit maintenant, leur nouvelle tenue achetée en boutique.
Donc aujourd'hui, lorsque l'on fait ça, on perd du temps, on perd notre data. Alors oui, on gagne en popularité sur les réseaux sociaux, mais il ne se passe rien derrière. Donc nous, on s'est dit, OK, pour mettre en relation consommateurs et petits commerces et créateurs, on va dans ces cas-là récompenser et inciter la communauté à créer du contenu pour mettre en avant ces commerçants créateurs. Donc nous sommes des outsiders, un peu comme ce qu'on évoquait sur ces petites exactement. coopératives de cyclistes, là, justement, qui essaient de s'émanciper des plateformes américaines. C'est quoi, François Candelon, alors, ils sont pas mal critiqués d'un certain côté, et en même temps tout le monde les utilise, que ce soit évidemment Instagram, Facebook et autres, ou Google qui est aussi présent dessus, et puis on a tous utilisé Deliveroo ou Uber Eats pour commander à manger. Est-ce que c'est winner takes all? Est-ce qu'ils écrasent tout? Est-ce qu'il y a à droite à gauche des modèles alternatifs? Est-ce que des David peuvent... Il y aura des modèles alternatifs. Je pense que ces modèles alternatifs restent à ce stade assez anecdotiques, sous réserve d'avoir une unique selling proposition, l'USP dont vous parliez, et cette unicité qui fasse vraiment la différence. Et qui peut les faire tomber. Mais qui, s'ils réussissent, ils trouveront un autre modèle. Est-ce qu'il y a vraiment un modèle nouveau qui va émerger? On peut le souhaiter. Ce sera peut-être le post-Covid, la nouvelle vie, mais il faudra que les consommateurs eux-mêmes changent leur comportement. Moi, ce qui me fait davantage peur, entre guillemets, c'est le fait que, avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'IA, l'autonomisation et autres, en fait, ces jobs vont disparaître. Il y a eu des essais qui ont été faits, je pense, à Pékin, par exemple, pendant le confinement. Vous aviez Meituan, qui est l'équivalent de Deliveroo en Chine, qui a fait des tests avec son véhicule autonome qui peut avoir jusqu'à 100 kilos de marchandises, faisait 3-5 livraisons par jour, etc. Donc ça va s'améliorer et ces petits jobs vont disparaître. Donc ça pose, alors avant c'était plutôt des étudiants qui le faisaient, maintenant ce sont plutôt des travailleurs peu qualifiés, donc il y en a une véritable question sur la qualification de ces travailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que l'ensemble de ces jobs va disparaître au cours de la décennie qui vient. Et plus largement, est-ce qu'effectivement, c'est comme Uber pour les VTC, hein, il y a le négatif, effectivement, les conditions de travail compliquées, en même temps il y a le positif, Uber, les VTC, ça a donné du travail à énormément de monde, y compris en banlieue d'ailleurs, hein, donc il y a un impact emploi, et ces grosses plateformes, cette ubérisation de l'économie avec les petits jobs, le job à la tâche, cette gig économie, est-ce que globalement vous diriez qu'à date elle est positive ou elle est plutôt destructrice? Moi je pense qu'elle est à terme, elle est destructrice si elle ne se lie pas à une démarche de formation des indépendants, des travailleurs. Si votre horizon, c'est d'être dans 10 ans remplacé par un véhicule autonome, je ne suis pas sûr que ça nous permette d'avoir, en termes de société, une vision qui est intégratrice ou suffisamment intégratrice. Vous avez Amazon qui fait avec ce qu'on appelle les Mechanical Turks la même chose dans les pays émergents. C'est quand même, je pense, un petit peu ennuyeux, même si ça apporte quelques subsides à un moment donné, il va falloir essayer d'élever l'éducation et le niveau de qualification du pays. Il y aura toujours des jobs peu qualifiés. Oui, mais comment est-ce qu'on le fera vivre? Parce que vous voyez, encore une fois, et désolé d'utiliser toujours des exemples chinois, parce que là-dessus, ils sont, je pense, plus avancés que nous. Vous avez le port de Shanghai, qui a un terminal qui est géré par 50... Entièrement automatisé, bientôt autonomisé. Vous avez des usines noires où il n'y a pas d'ouvriers parce que c'est automatisé. Vous avez des mines en Australie qui sont, elles, totalement autonomes. J'appelle autonome le fait qu'elles décident elles-mêmes ce qu'elles doivent produire quand pour servir au mieux les marchés. Donc je pense qu'on a, et c'est un peu il faut détruire Carthage. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment de la vague technologique qui va totalement transformer les métiers qui arrivent. Et on n'en parle pas suffisamment en France et en Europe. Le petit gars à vélo qui sifflote, c'est pas forcément effectivement l'avenir. Si on regarde les modèles, en tout cas les pays plus avancés, comme vous l'évoquez, après chacun peut avoir son modèle. Votre sentiment, Jean-Jacques, sur ces plateformes-là? Au problème typiquement des livreurs, je pense que dans la prestation de livrer un repas à domicile, il y a 3 acteurs principaux. Le premier, c'est celui qui fait à manger, que ce soit des restaurants qui livrent ou que ce soit des dark kitchens, en fait, et ces espèces de
de cuisine collective qui vont livrer, il y a la plateforme numérique et puis il y a la courroie de transmission qui est le livreur. Malheureusement, dans cette chaîne de valeur, aujourd'hui, la plateforme prend beaucoup d'argent et elle est indispensable puisque c'est le lien avec le client. La dark kitchen ou la cuisine du restaurant produit le produit final, donc finalement prend aussi une partie de la valeur. Et le livreur, lui, eh bien, il prend rien parce que de toute manière, les gens ne sont pas prêts, parce qu'on ne le dit pas, mais les gens ne veulent pas payer pour la livraison. Parce que les gens pensent que 2-3 euros pour une demi-heure de vélo, c'est une juste rémunération. Il ne faut pas oublier que leur femme de ménage, il a payé 15 euros de l'heure. Mais le vélo, lui, il appelle d'aller 20 minutes, on trouve que 3 euros, c'est beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a le sentiment que c'est une prestation qui est devenue gratuite. Voilà, c'est comme à Amazon, on ne paye pas la livraison parce qu'on paye un truc une fois par an, on s'en souvient même pas, et globalement, la livraison est gratuite. Je pense que les livreurs ont une alternative s'ils arrivent à augmenter leur valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Entre la plateforme et entre la cuisine, il y a les livreurs. Les livreurs, je ne sais pas de quelle façon ils peuvent augmenter cette valeur ajoutée. Est-ce que le fait de s'associer, de créer par exemple des droits minimums, peut-être ça peut être une solution. Ça reste aussi un métier très accessible pour des gens, pour des étudiants, pour souvent des populations immigrées qui arrivent, c'est un premier boulot, qui ne demande pas de parler français, donc très accessible. Donc moi je pense que c'est quelque chose d'important dans une société d'avoir ces métiers, cette gig économie, parce que c'est des métiers de service qui font aussi la richesse. Donc voilà, il va falloir travailler sur quelle est leur valeur ajoutée. Est-ce qu'il faut effectivement peut-être associer à la restauration d'autres services, proposer d'autres... Les plateformes proposent des pourboires maintenant, une fois que le truc a été livré, là, quand vous notez, voilà, vous pouvez rajouter 1 ou 2 ou 3 ou 4 euros. Et en plus, aujourd'hui, les grandes plateformes, enfin les grands professionnels de la restauration, les Uber Eats, les Frischti, parce qu'on a aussi des leaders français, on a aussi des très bons, des gens comme Frischti ou des Uber. Aujourd'hui, la vraie question pour eux se pose, c'est est-ce qu'il faut sous-traiter complètement la logistique, finalement, le transport, ou est-ce qu'il faut le garder pour assurer un minimum de minima sociaux sur ces métiers. Parce que s'ils sous-traitent complètement la logistique, alors là, on va passer sur des sociétés de sous-traitants, là, ça va être terrible. Tant que des gens comme Frischti, par exemple, qui ont une politique sociale qui est même s'il y a eu quelques problèmes... Ils ne sont pas qu'intermédiaires, eux, ils font la cuisine, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais ils sont aussi l'employeur des livreurs. Oui. Donc ils ont leurs livreurs. Je pense que ces livreurs-là, justement, il y en a qui ont des salariés et il y en a qui ont des sous-traitants, des prestataires, vacataires à l'acte. Peut-être qu'il faut, nous, en tant que clients, encore une fois, moi je l'appelle toujours à la responsabilité, il faut un petit peu libéral. En tant que client, on peut aussi choisir d'aller dans une plateforme qui a ses propres salariés et qui les traite bien, ou d'aller sur une plateforme qui n'a pas de salariés et qui les traite mal. Voilà, ça c'est notre choix de consommateur. Vos commerçants, ils livrent les commerçants sur votre plateforme, Jessica ? Alors, certains, oui, d'autres pas. Nous, on a mis en place pendant le confinement un service de livraison dans une zone bien précise pour aider justement les commerçants qui n'avaient pas ce type de service et pour livrer des paniers repas en fin de compte auprès de personnes âgées et puis de familles, qui est un service qui a été extrêmement apprécié et qui a permis de développer en fin de compte notre site internet, notre plateforme web où nous avons donc créé une boutique en ligne qui est dédiée donc pour les commerçants créateurs à mettre en avant leurs produits à la vente. Et on est en train de chercher pour des solutions pour le dernier kilomètre. Donc, pour le dernier kilomètre, le vélo, c'est pas mal. Par rapport à ce qu'évoquait Jean-Jacques Manceau, où il disait, in fine, c'est à nous, consommateurs, de décider ce qu'on veut comme modèle, et donc si on veut rémunérer la livraison. Est-ce que les utilisateurs de votre plateforme, c'est des militants, justement, c'est au sens où ils ne veulent pas de TripAdvisor, ils veulent être dans une petite, future grande structure, voilà, qui privilégie le commerce local. Voilà, il y a une dimension militante dans votre démarche commerciale à vous, plateforme. Alors ça me fait plaisir que vous me posiez la question parce que c'est justement notre slogan. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on parle avec nos ambassadeurs qui sont en fin de compte les porte-parole de Flip & Pick, sont des personnes qui souhaitent être vraiment engagées, qui souhaitent donc avoir une méthode de consommation qui est différente, qui souhaitent consommer beaucoup plus local, qui sont beaucoup plus sensibles à la provenance des produits, qui souhaitent consommer de saison et qui
souhaitent promouvoir aussi le savoir-faire régional et qui souhaitent vraiment mettre en avant le savoir-faire de leur ville, de leur région et du coup leur terroir. Donc effectivement, oui, ce sont des militants, ce sont des personnes qui ont mesuré en fin de compte l'importance du consommer local et des petits créateurs qui font la fierté des villes et des régions. Et vous pensez que ce militantisme-là peut se développer au point de faire de l'ombre, vous ou d'autres, à des mastodontes, des plateformes beaucoup plus importantes, standardisées, et comme celle qu'on évoque. Complètement. Il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place en ce moment. Alors, Covid ou pas, je pense que ça a accéléré les choses. Mais de toute façon, on voit que la génération qu'on appelle donc les millennials, qui sont les 15-35 ans, c'est aujourd'hui une génération qui a la volonté de prendre soin aussi de la planète, d'arrêter de consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont la volonté de faire un peu plus attention. Donc oui, complètement, j'ai envie de dire que maintenant, le côté locavore est un terme qui est en train de se démocratiser. On commence à voir des grands supermarchés qui font aussi des pubs à la télé pour montrer qu'elles réduisent leur impact sur c'est clair, oui, c'est une tendance. Maintenant, les grands supermarchés qui sont en périphérie des villes sont en train de souffrir au profit des petits supermarkets qui sont beaucoup plus épiceries locales, qui mettent en avant les producteurs locaux. On voit que maintenant, il y a vraiment ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, les géants doivent aussi peut-être revoir un petit peu leur copie et s'adapter un peu plus à écouter ce que leurs clients souhaitent aujourd'hui. Et en même temps, les géants, pour conclure temporairement sur ce sujet, François, est-ce que les géants, ils ne sont pas, parce qu'ils ont la taille qu'ils ont, parce qu'ils ont les ressources financières qu'ils ont, plus à même de traverser cette crise que les petits, justement? Non, ils sont certainement plus à même de traverser cette crise, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour l'éternité. Oui. Si vous faites l'exercice de vous dire... en fait, ils ont disparu. Comment est-ce que c'est arrivé? Je peux vous dire que vous allez trouver plein de raisons pour lesquelles ces géants vont disparaître et on risque de voir émerger de nouveaux modes de consommation. D'accord, donc vous êtes optimiste sur cette Ni optimiste ni dimension, pessimiste. ouais. Je pense que c'est le darwinisme économique tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent et tel qu'on espère qu'il continuera à fonctionner dans le futur. Donc cette évolution darwinienne qui a été accélérée par la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, absolument, parce qu'elle accélère la digitalisation, la numérisation des chaînes de valeur, elle accélère les modifications des modes de consommation. Et c'est à nous et à nos entreprises de s'y adapter et de comprendre ce qui est en train de se passer. Et Jean-Jacques, vous-même, vous faites attention effectivement aux applications que vous utilisez, vous faites attention à vérifier que c'est français, que les conditions de travail sont ce que vous nous disiez. Hein. Non, c'est ce consommateur de... Comme je ne suis pas hypocrite, je ne dis pas que moi, forcément, j'y fais très attention. Mais en tout cas, ceux qui veulent y faire attention ont le moyen de le faire. Aujourd'hui, vous avez des applications comme Yuka qui vous permet de savoir ce que vous mangez. J'ai vu qu'il y avait une application aussi qui permettait maintenant, elle vient de sortir je crois aujourd'hui, Greenly ça s'appelle, qui permet de savoir exactement le bilan carbone de ce qu'on achète avec sa carte bleue. Donc il y a des applications qui permettent de savoir ce qu'on fait. On ne peut pas dire « ah mais on ne savait pas ». Donc celui qui veut faire les choses, il peut les faire. Aujourd'hui, vous pouvez acheter tout dans le textile, dans la nourriture, dans l'automobile, vous pouvez acheter du 100% made in France. Par contre, il y aura effectivement toujours des farceurs qui feront du faux made in France parce que la dernière opération sera faite en France. Aujourd'hui, vous allez sur des... Oui, le made in France, c'est encore autre chose. Du crowdfunding comme Ulule et vous verrez que tout le monde dit le consommateur reprend le pouvoir, mais en réalité non, parce qu'il se fait avoir. C'est par tout ce phénomène. Mais aujourd'hui, l'information est là et on peut agir. Donc moi, si j'ai envie d'agir, moi par exemple, j'achète que des vêtements. Alors je vais me faire comprendre, mais j'essaye d'acheter que des vêtements fabriqués en Europe parce que le Portugal est un pays de sourcing très important dans le vêtement, notamment dans les chaussures. Mais j'essaye, voilà. Et donc j'ai à mon petit niveau, j'ai un pouvoir de faire poids sur toutes ces décisions. Et vous commandez à manger ? Moi, je commande à manger dans des dark kitchens, où je sais où elles sont, je sais combien est payée la personne, je suis libre de lui donner un pourboire. Enfin, je veux dire, on est maître de tout ça. On est maître de tout ça. Parce que Deliveroo, dont on parle un peu, qu'on critique, ils vont chercher dans un restaurant qui existe, donc ils font... ils ont eux-mêmes leur dark kitchen, ils ont aussi des marques fictives. Par ailleurs, mais en l'occurrence, sur Deliveroo, vous allez sur un restaurant. Ouais. Donc ça bénéficie quand même au restaurant du coin, enfin pas du coin de la rue, parce que sinon vous y allez à pied, mais du coin de 3-4 rues plus loin, précisément, et
pour justifier le gars en vélo qui. Donc c'est pas en soi mauvais pour l'économie, y compris locale. Non, je suis d'accord, ça crée un certain nombre d'emplois, même si c'est des cuisines virtuelles, il y a quand même des gens qui cuisinent, il y a un besoin, d'autant que, surtout dans les villes où les restaurants sont fermés, à Marseille, on en parlait tout à l'heure, à Marseille c'est fermé, donc on est bien content de trouver de la livraison. Ouais. Donc c'est aussi... et on l'a vu pendant le C'est un phénomène qui s'est accentué avec la crise. La livraison à domicile... c'est quand même quelque chose d'important. Donc oui, mais on a le choix, moi, parce que ça, on peut agir, plus qu'on ne croit. C'est noté. Restez avec nous, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour dans Late et Smart, c'est la dernière partie de l'émission. On a une grosse dizaine de minutes encore à passer ensemble. Je voudrais faire réagir mes invités à un certain nombre de petites informations que j'ai pu voir. À droite, à gauche, regardez celle-ci, c'était hier ou non ce matin, je crois que j'ai vu ça sur le site de BFM. Des patrons de bars en garde à vue à cause du Wi-Fi offert à leurs clients. Alors on parlait tout à l'heure effectivement du secteur des cafés-restaurants qui avait l'impression qu'on les laissait un petit peu tomber. Alors non seulement ils ne sont pas tous aidés manifestement, c'est ce que nous rappelait Madame Nguyen, mais de temps en temps on vient quand même les emmerder. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent leur box Wi-Fi à disposition des clients, ce qui n'est pas bien pour deux raisons. D'une part parce que la loi les oblige à garder les logs pendant 1 an, ce qui tout le monde n'est pas capable de faire si c'est juste une Freebox ou une box Orange qui est mise à disposition. Et donc effectivement la loi de temps en temps, il y a la presse se faisait écho, notamment à Grenoble, il y a eu plusieurs dépenses de police avec des lourdes amendes et donc même des gardes à vue. Alors certes, c'est la loi. François, ça vous choque pas un peu quand même qu'on mette des patrons de bar en garde à vue parce qu'ils ont laissé le Wi-Fi à disposition de leurs clients? Peut-être mieux faire Alors, la police. En même temps, je pense que ils ont. Il y a une règle, hein. Oui. Non, c'est même pas la règle. Ils mettaient une Freebox ou leur box personnelle. Ouais. Personnelle, alors que c'était dans le cadre d'un... Oui, donc le second point, c'est le garder les logs et que c'est pas le même abonnement pour l'opérateur. Ouais, voilà. Et ensuite, je pense que, je ne vais pas dire trop de loi tue la loi, mais est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là tout le temps? Alors effectivement, je crois qu'il y a un sondage qui a été fait. La plupart ne sont absolument pas au courant qu'il faut garder. Alors donc il y a deux choses. Ça peut pas être un abonnement perso qui est mis comme ça à disposition parce que sinon, du point de vue de l'opérateur, c'est pas bien. Il faut un abonnement pro qui est plus cher que la box à 20 ou 30 euros. Et en plus, effectivement, il faut suivre pour une éventuelle mise à disposition de la police dans le cadre de quelconque enquête, garder l'ensemble des connexions des clients pendant 1 an. Jean-Jacques, moi, ça me rappelle normal. Un peu. On avait connu ça, vous savez, à l'époque, alors je suis peut-être un petit peu plus vieux. Pas avec la télé ou avec la musique. Hein, oui, non, mais en fait, vous vous souvenez, Canal+, quand oui, c'est ça, quand vous regardiez les matchs dans le café du coin et que le gars, il n'avait pas pris un abonnement collectif, il avait pris un abonnement individuel. Même chose. Je ne sais pas s'il y a eu les gardes à vue à l'époque. Là, des gardes à vue, peut-être pas. Là, c'est vrai qu'on tombe aussi sur un moment qui est un peu particulier. Il y a eu un attentat de type qui nous a rappelé des mauvais souvenirs à Paris dans le 11e. Donc c'est vrai que la préparation de cet attentat, elle aurait très bien pu être réalisée dans un café et que la police aurait peut-être eu besoin d'accéder. Après, effectivement, il y a des Wi-Fi publics. Donc je pense que si c'est pour amener les cafés à fermer leur box privée, à ne plus proposer de Wi-Fi et à permettre à un certain nombre d'étudiants ou de télétravailleurs, on parle beaucoup de télétravail, d'aller dans les bars. Non, en fait, il faut passer par un prestataire un peu pro, quoi. Oui, sinon le gars se transforme en FAI, ça devient un fournisseur d'accès à Internet. Oui, formellement, quand vous mettez à disposition le Wi-Fi à vos clients, vous êtes FAI, vous êtes statutairement FAI. Je pense que quand les professionnels vont se rendre compte que si quelqu'un vient regarder des images pédopornographiques ou qui vient préparer un attentat dans leur café, ça peut les emmener en prison, je pense qu'ils vont vite fermer les vannes. Hein. Ouais, c'est une loi de 2006, une réaction Encore une fois, ça revient au sujet qu'on avait précédemment. Il faut par moment savoir effectivement avoir ce côté pédagogue, ce côté explicatif. Je pense qu'on est jamais à l'abri d'une erreur. Là, ça peut vraiment prêter à sourire parce que la mesure est complètement extrême. Après, ok, il est en garde à vue parce qu'il a donné son Wi-Fi au client.
Il a été expliquer- condamné, on imagine qu'il est sorti assez vite, mais c'est... on espère, parce que ce serait complètement ridicule. Mais Oui. voilà, expliquer aux clients, peut-être parfois c'est beaucoup plus d'impact que mettre un patron de bar en garde à vue, où là c'est vraiment, on frise du ridicule. Vous savez, ce qui m'interpelle le plus, moi, dans cette info, c'est que je viens de prendre conscience que quand je fais du Wi-Fi dans un café ou dans un hôtel, ils gardent toutes mes connexions pendant 1 an. Ouais. Mais je peux vous dire que je ne ferai plus de Wi-Fi dans les hôtels. Ouais, mais alors, vous n'en faites pas parce que vos opérateurs télécoms les gardent aussi. Oui, mais j'ai plus confiance Ça, c'est une autre dans loi. les grands opérateurs télécoms que dans certains petits restaurants. Je Oui. comprends. Alors après, il y a un problème, Je il y a un comprends. problème de sécurité aussi. C'est que Ça dépend ce que vous regardez. Si vous faites ça comme ça avec une box open, J'ai rien à me un truc, reprocher. le hacking est très très facile. Allez, autre sujet qui m'a intéressé, le train autonome bientôt sur les rails. C'est un papier du Figaro, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a 2 jours, je crois. Alstom, Siemens et Thales testent des prototypes en vue d'une mise en service à l'horizon 2023. 2023, c'est très proche, c'est demain. Vous prendrez un train sans cheminot, sans conducteur, François? Alors d'abord, il y aura toujours, je crois, un conducteur au cas où on sort des cadres classiques. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on le fait déjà. C'est comme Non, mais ça montre que ça va vite, que ça va l'industrie vite, ça va du train continuer. Et on peut se dire, mon Dieu, la 5G, attention, essayer de faire la révolte des canuts. Non, je pense qu'il y a un moment où oui. De toute façon, c'est la ligne de l'histoire. Donc, il faut l'accompagner, la comprendre. Moi, je suis originaire du Sud-Ouest. Dans les Landes, il y a des courants qui s'appellent les baïnes, qui viennent vous faucher en bord de plage et qui vous amènent à 3 km de la rive. Et soit vous essayez de résister et vous vous noyez, soit vous les accompagnez. Et vous revenez 3 km plus loin. Vous revenez plus loin. Donc, je pense que là, il faut comprendre ce qui est en train de se passer pour justement, comme je le disais tout à l'heure, former les gens, protéger les personnes et non pas les emplois, parce que les emplois vont tellement changer qu'il est absurde de vouloir se focaliser là-dessus. En revanche, il faut offrir les filets nécessaires, les safety nets, comme on dit en anglais, pour les populations. Il faut suivre, accompagner, anticiper l'innovation dans tous les domaines, l'innovation technologique à tous égards. Vous êtes une boîte de tech, puisque vous fonctionnez sur une plateforme. Donc effectivement, vous avez ce même discours. Jessica, on ne peut pas... Voilà, Moi, je suis en faveur de faut faire l'innovation, confiance. Donc oui, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est des bonnes évolutions. Faire confiance à la technologie, Jean-Jacques? Moi, je suis venu avec le métro et par la ligne 1, donc je dirais que j'ai déjà pris énormément de risques en termes de train sans chauffeur, Ouais. parce qu'on est maintenant habitué. Non, c'est la 14 qui n'a pas de chauffeur. La ligne 1 non plus. non plus maintenant. Et la ligne c'est 4 prendre va le passer métro sans plus souvent, chauffeur. C'est moi qui suis en retard. Non, je crois que je j'étais- vais pas regarder s'il y a un chauffeur, je vous avoue, à chaque fois. Vous savez, j'habitais, je vais raconter un petit peu, je suis originaire de Lille, et le métro automatique à Lille, qui est un peu l'équivalent de ce qu'il y a à Paris, l'Orlyval, Ouais. métro automatique sans pilote, n'a jamais posé de problème, puisque de toute manière, on n'avait jamais connu de métro avec pilote. Donc là, je pense que le train sans pilote, c'est comme les voitures sans pilote, on va s'y faire. Ouais, On trouvera ça très bien. Et après, demain, juste un point, en termes de sécurité, Ouais. c'est plus sûr. Donc je pense que... mais on a besoin Imparable. de se dire quand même quel est notre... Socialement, est-ce qu'on est capable d'accepter cette autonomisation? Le spécialiste de la Chine, je disais dans les échos automobiles, le Made in China fait florès chez les constructeurs européens. C'est-à-dire qu'alors qu'on nous parle effectivement de réindustrialisation, de relocalisation, d'atténuation de la mondialisation au profit d'une mondialisation plus régionale avec des grandes zones dans le monde, et bien effectivement, on apprend que finalement, on va de plus en plus importer des voitures Made in China, y compris en Europe, et qu'elles auront d'ailleurs un logo de constructeur européen. D'accord. Donc cette idée que la mondialisation va un peu se calmer, qu'on revient un petit peu en arrière, c'est du bien. Non, moi je pense qu'il y a un retour, mais la Chine a réussi à monter en gamme, donc Ouais. c'est plus des t-shirts que vous avez, mais Ça, ce c'est sont- des smartphones, oui. Ça, ouais. Et même les smartphones aujourd'hui ne font pas partie des catégories à plus forte valeur ajoutée. Ce que vous allez avoir, ce sont en effet On des parlait hier de voitures. cryogénisation en Chine dans cette Ouais, même rubrique, et dans donc, l'émission. demander aux constructeurs pourquoi, juste parce que ça produit mieux. Les voitures sont de meilleure qualité, moins chères, et je crois qu'il y a 10% de taxes quand vous importez une voiture qui vient de Chine. On s'aperçoit que pour les constructeurs européens, il vaut mieux faire produire là-bas. Jean-Jacques, le discours sur un recul de la mondialisation, du commerce Bah, international, de la délocalisation des industries, c'est du bidon? Non, c'est pas du bidon. Le recul de la mondialisation, il est lié à la fin des échanges commerciaux qu'on a connus depuis 6 mois avec la Covid. Maintenant, moi, j'y crois pas à la fin de la mondialisation. Je pense qu'on est emmené
dans une économie de marché qui fait que ce sont encore les meilleurs, ceux qui produisent le mieux et le moins cher, qui gagnent dans cette économie de marché. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y a le discours du gouvernement sur la relocalisation. Bon, on n'arrive déjà pas à ramener l'usine Renault de Tanger. Je vois pas comment on va réussir à ramener les outils de production de Chine. C'est une réalité et c'est tout à fait vrai. Le Chinois qui produit du low cost, c'est un fantasme, c'est complètement fini. La qualité y est, pas toujours la créativité, mais la qualité y est. Donc que les marques, qui d'ailleurs souvent appartiennent elles-mêmes à des Chinois, quand on voit les grandes marques chinoises qui rachètent Volvo, des Daimler, Mini, des Volvo. Donc il y a aujourd'hui des répartitions qui se font. C'est vrai que le design, la création, la technologie, elle est plutôt en Allemagne, elle est plutôt aux États-Unis, et la production, la qualité de production, elle est plutôt en Chine. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'on va pouvoir relocaliser l'industrie automobile dans les prochains mois. Jessica, vous n'êtes pas dans l'industrie, vous dites juste consommer local, c'est votre, c'est votre claim à vous, donc c'est cohérent. Allez, on va se quitter, je voudrais juste passer une petite annonce, montrer une petite annonce, il y a un intérêt, une petite annonce immobilière, j'ai vu ça dans le Wall Street Journal ce matin. Regardez, c'est la maison de l'acteur Pierce Brosnan, qui était le précédent acteur de James Bond, à Malibu. Il la met en vente, si ça vous intéresse. Il en demande 100 millions de dollars. Même aux États-Unis, c'est assez cher. Même dans le haut de gamme aux États-Unis, alors ça ne veut pas dire qu'il va la vendre 100 millions de dollars, mais elle est annoncée 100 millions de dollars. Elle a une particularité, c'est qu'elle a 40 mètres de façade sur la mer à Malibu, ce qui est rare. Effectivement, les gens ont plutôt 10 ou 15 mètres. Enfin, elle est déjà très riche, effectivement. Il a regardez quelques photos qui défilent. Si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être proposer un petit peu moins de 100 millions, si peut-être qu'il acceptera. Lui, il est parti vivre à Hawaï, c'est pour ça qu'il vend sa maison à Malibu. Merci à tous les trois d'avoir été à mes côtés. On en reste là en matière de promotion immobilière. Très bonne soirée, à demain. Late & Smart vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.